les métavers, je devrais dire, enjeux pour les marques. Mais alors, quel enjeu? Quelles sont les possibilités offertes par ces nouveaux mondes immersifs, ce qu'on appelle la suite d'Internet, le futur d'Internet? Est-ce que ça va vraiment modifier la relation que les marques vont entretenir avec leurs clients? Quels sont les obstacles? Pour en parler, deux experts. Nathalie Cinceau, fondatrice et dirigeante de Remora Paris. Vous êtes une spécialiste des médias ainsi que des stratégies digitales auprès des marques. Et puis, vous êtes aussi la co-autrice ou co-auteur, comme vous voulez, du livre Métavers enjeux des marques qui est paru en décembre dernier aux éditions Kawa. Avec vous pour ce sujet, Nicolas Dupin, président fondateur de France Immersive Learning, première association de France dédiée à la promotion du renouveau du plaisir d'apprendre et de transmettre par les technologies immersives. Vous possédez d'ailleurs une filiale, l'Immersive Learning Lab, qui est une société de conseil et de formation pour passer de cette promesse technologique à la réalité des usages. Et restez avec nous en plateau également Héloïse Abraham, la directrice de Gomo World. Je ne sais pas si vous avez déjà une idée de à quoi ressemble le métavers et ce qu'on pourrait en faire, mais j'imagine que cette discussion va vous intéresser à ce sujet. Vous pourrez les interroger d'ailleurs, hein. N'hésitez pas. Première question, donc c'est quand même Facebook, devenu Meta, qui, je dirais, a sifflé le début de la récré. Pour les marques, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un modèle, ce Meta, ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un problème aujourd'hui? Qui veut se lancer? Nathalie. Oui, en fait, nous, c'est pour ça qu'avec Florence Revel de Lambert, qui est avocate, nous avons coécrit ce livre. Au moment de la communication massive de Facebook, fin 2021 et 2022, qui nous annonçait en fait une vie dans le monde virtuel désormais. Donc on s'est quand même posé beaucoup de questions et l'intérêt de voir sous l'angle de la communication et du droit a été un moteur pour nous pour faire un point en fait sur le métavers. Et alors vous diriez qu'aujourd'hui c'est un avantage ou un inconvénient d'avoir Meta comme lanceur de concepts, comme plus ou moins représentant officiel de ce que pourrait être demain le métavers? Je pense que Meta a fait une très très belle stratégie et a très bien monté son affaire. Et c'est peut-être un petit peu plus, disons, a été pas assez prudent au niveau de la communication. Et aujourd'hui... alors, je ne veux pas dire que c'est un inconvénient que Meta soit intervenu de la sorte, mais ce n'est pas spécialement un avantage. Non. Ça a donné une image peut-être un peu inquiétante pour le monde, pour cette technologie qui reste un outil. Voilà, je crois qu'il a oublié d'appuyer là-dessus. Nicolas Dupin, votre avis sur cette question? Avantage ou inconvénient d'avoir Meta comme modèle de départ pour les métavers? Qui est un faux modèle de départ, parce qu'on sait que les métavers existaient avant cette naissance de Meta. Pas, le concept de métavers existe. Exactement. Il n'y a à peu près aucune chance. Mais cette idée de vivre dans des mondes virtuels, on l'avait déjà expérimenté, on l'avait déjà rêvé, on en a déjà parlé avant même la naissance de Meta, mais c'est devenu le symbole pour les marques. Le sujet, à mon sens, n'est pas de vivre dans les mondes virtuels. Ça pourra se produire, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'ouvrir un nouveau champ des possibles par l'intermédiaire des technologies immersives et des mondes virtuels. Ce qui a posé problème, je crois... alors, vous avez raison, probablement que sur certains sujets, ils n'ont pas été assez prudents. Ce qui a quand même posé un vrai sujet, c'est que Meta ne fait que de la réalité virtuelle, bientôt de la réalité augmentée, comme tout le monde y travaille, pas avant 3-5 ans, qui est un autre sujet et très important pour les marques. Mais c'est d'autres technologies et d'autres cas d'usage, donc on en parlera un autre jour si vous voulez. Mais ce qui s'est étonnamment passé pendant cette année 2022, c'est que de la promesse des technologies immersives, qui sont en termes d'engagement, d'ubiquité, d'émotions extrêmement puissantes, et qui donc ouvrent un champ des possibles extrêmement intéressant pour nombre de sujets et pour les marques, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec une espèce de communication gravement perturbatrice autour des concepts de Web3, NFT, métavers, qui n'ont à peu près rien à voir avec la réalité virtuelle. Et donc ça a créé une espèce de fatras dans lequel plus personne ne comprend rien et où tout le monde raconte tout un tas de choses qui se réaliseront probablement pas, mais qui dans l'intervalle ont fait disparaître des centaines de millions, peut-être même des milliards de dollars et d'euros dans des promesses tas de ça.
table. Donc, Meta a probablement été imprudent. Leur plateforme Word, qui incarne un peu cette proposition, qui n'est qu'un tout petit aspect du travail formidable et pionnier qu'ils font aujourd'hui sur ces technologies. Horizon, vous voulez parler d'Horizon. Horizon, oui. Voilà, ouais. Qui est vraiment un tout petit truc dans ce qu'ils réalisent est raté. Peut-être que ça sera mieux dans le temps, mais aujourd'hui ça ne fonctionne pas, ça n'intéresse pas, voilà, c'est pas vraiment un sujet. Donc en fait, ils sont probablement imprudents, et puis voilà, les choses se sont dégradées avec ce mélange de blockchain, Web3, NFT. Mais c'est-à-dire qu'ils sont, enfin, je sais pas, je suis pas dans la tête de Mark Zuckerberg, mais c'est peut-être un peu précipité aussi sur toutes ces annonces, à un moment qui était très compliqué pour Facebook, où il avait besoin de transformer l'image de sa compagnie. Qu'en est-il des marques? Si je reviens aux marques, les grandes marques de luxe françaises se sont toutes emparées de ces sujets de métavers. On l'a vu notamment à Vivatech, qui est le grand show tech mondial qui se passe en France, à Paris. On a vu ces grandes marques nous faire des démonstrations de métavers, de nouvelles relations clients. Est-ce que vous avez déjà des exemples, Nathalie, intéressants à partager avec nous de nouvelles expériences réussies proposées par les marques dans les métavers? Oui, je prendrai comme exemple. Alors, évidemment, c'est beaucoup les marques de luxe qui sont allées premiers dans le. D'ailleurs, qui se sont. Mark Zuckerberg a cherché à s'associer avec ces marques de luxe. Ça fait partie vraiment d'une stratégie de partenariat importante. Mais je prendrai comme exemple Dior, qui a développé, en fait, qui a eu plusieurs formes de communication dans le métavers. Et la dernière est très significative. D'abord, ça donne l'état d'esprit de la marque. Ça permet de faire passer, la philosophie, ses valeurs, de manière très immersive, parce que c'est effectivement la 3D, même si on peut aller dans le métavers en 2D, mais enfin, je vois pas trop l'intérêt, parce que c'est quand même essentiellement la 3D qui donne du sens à l'immersion. Et voilà. Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça a véritablement un intérêt? Oui, ça plaît. Alors, le métavers, c'est vrai que c'est le fruit, ça vient l'ADN, c'est le jeu. Donc, je crois que ça plaît beaucoup aux gens qui aiment le gaming. Pour les autres personnes, c'est un côté expérimental. Ça va peut-être les intéresser. À savoir s'ils reviennent dans le métavers ou dans ces univers-là, je ne sais pas. Ça serait important de voir effectivement s'il y a une sorte d'addiction ou je n'en suis pas certaine. Ouais, ça semble. Enfin, moi, je dis souvent que ça ressemble à un énorme supermarché, mais avec très peu de clients à l'intérieur. Les métavers des marques. Est-ce que les marques, selon vous, ont pris les bonnes options pour expérimenter ces nouvelles technologies immersives? Est-ce qu'elles y sont allées, elles aussi, un petit peu trop vite? Alors, à nouveau, reprécisons le sujet. Tout ce qui se passe sur un écran, même si c'est en 3D, n'est pas le sujet de Mark Zuckerberg, n'est pas le sujet de Meta et n'est pas celui de France Immersive Learning. Donc, tous ces sandbox, Decentraland, toutes ces plateformes dont, à mon avis, les promesses ne seront jamais tenues, n'est pas le sujet. Que les marques se soient emparées du sujet des NFT est compréhensible, mais ce n'est pas mon métier, donc je n'ai pas d'avis sur le sujet. En ce qui concerne les technologies immersives, auxquelles on accède prioritairement avec un masque ou des lunettes de réalité virtuelle. Le sujet, même si on est sur des technologies qui sont très anciennes, qui datent du début des années 70, qui sont massivement utilisées par le monde de l'industrie, qui sont aujourd'hui de plus en plus utilisées par le monde de l'éducation et de la formation, et c'est notre cœur de métier, on est sur des offres de valeur à destination du grand public, des clients des marques, qui sont aujourd'hui extrêmement émergentes. Et je ne connais pas aujourd'hui, mais je ne connais pas tout, mais je ne connais pas d'expérience immersive au sens du métaverse de Meta, donc via un casque de réalité virtuelle, qui soit un peu ambitieuse et un peu visionnaire. Donc ce qui s'est passé, c'est on achète des terrains sur Decentraland, ce qui est très étrange comme idée, d'acheter des terrains virtuels qui sont par définition illimités. Sur Sandbox, on est quand même sur une plateforme qui est graphiquement d'une laideur qui, moi, me surprend toujours. J'aime comme vous parlez de nos pépites françaises. Pour le Sandbox a été monté par des Français, mais aujourd'hui, il y a des capitaux qui sont majoritairement étrangers. Donc, en ce qui concerne la réalité virtuelle, les technologies immersives, je ne connais pas de démarche ambitieuse et de vision stratégique, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Par contre, je ne sais pas, par exemple, permettre à ses clients de porter des super baskets. Alors, c'est Gucci, je crois, qui a impliqué ses clients, les transformant en mannequins comme ça pendant 2 semaines.
il y a des expériences aujourd'hui pour travailler sa relation client À différemment. nouveau, c'est ce qu'on appelle les univers flats. C'est-à-dire, on reste assis derrière son PC ou on regarde ça sur son smartphone, rien n'a changé par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Quand vous mettez un casque de réalité virtuelle et que vous vous déplacez dans un univers virtuel qui peut être réel, onirique, imaginaire, enfin, tout est possible. Vous, aujourd'hui, pour vous, les marques n'ont pas encore vraiment utilisé les capacités des technologies immersives. Absolument. Et il n'y a aujourd'hui pas de stratégie de marque qui dit demain, la marque que vous voulez va ouvrir un espace où la créativité est au pouvoir pour produire une expérience profondément émotionnelle, physique et cognitive qui va donner à voir et à expérimenter à la première personne, donc debout, physiquement engagé, les valeurs de la marque, ses produits, ses lieux de commercialisation, ses ateliers de fabrication, ou que sais-je. Donc ça, aujourd'hui, je ne le vois pas, alors que le potentiel est absolument extraordinaire. Alors ça, parce qu'il y a des freins, on va en parler. On va déjà parler quand même des enjeux, des usages, comment les marques ont intérêt quand même à s'y intéresser. Oui, puis je pense qu'on est au début, là pour le coup. Effectivement, le métavers est ancien, mais nous sommes au début des applications pour les marques. Et pour moi, le métavers, enfin cet univers virtuel, on va dire, est un outil de communication. C'est vraiment, faut le ramener là-dessus. Donc, il faut que les marques le travaillent. Mais je pense que qu'est-ce qu'on peut y faire de différent quand on est une marque dans ces mondes immersifs ou virtuels? Exactement. Il y a une solution, enfin un exemple assez intéressant, c'est que on parlait par exemple d'essayer quand beaucoup de personnes achètent leurs vêtements à distance. Eh bien, vous rentrez, parce que pour aller dans le métavers, il est préférable d'avoir un petit avatar qui vous représente. Vous rentrez vos mensurations, vous dessinez votre avatar et vous pourrez lui faire essayer des vêtements et voir ce que ça donnera selon vos mensurations et après passer commande. Voilà des applications très concrètes, pratiques. On parle aussi d'entraînement, de formation, puisque vous êtes aussi dans la formation. Et je pense qu'il y aura des applications qui seront issues de cette technologie. Mais là, nous sommes encore au début. Parce que les freins sont économiques, finalement. Économique et aussi... Parce que ça reste cher de s'approprier un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un casque de réalité virtuelle. Plusieurs modèles sont disponibles sur le marché pour 450 €. Oui, c'est-à-dire entre le prix d'un téléphone. Le grand public ne va pas tout de suite basculer en équipement ultra gamer. C'est ça que je veux dire. Alors, le gaming, c'est un autre sujet. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire s'acheter un casque de réalité virtuelle. Oui, moi, aujourd'hui, j'en vois pas forcément la nécessité. Il y a 15 ans, personne n'avait de smartphone. Il y a 30 ans, personne n'avait Internet. Ni n'avait d'ordinateur. Donc, on est sur un chemin. C'est juste que... Mais c'est quand les prix ont baissé, Nicolas, que ces technologies se sont diffusées auprès du grand public. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui... le prix d'un téléphone portable. Aujourd'hui, énormément de gens mettent dans cet outil indispensable, j'en conviens. Moi, je vous interroge simplement sur l'équipement nécessaire, le coût que ça représente, les connexions Internet. Vous avez à côté de vous Héloïse Abraham de GoMoWorld qui propose encore, on en est encore là, à acheter des petits forfaits data pour quand on part à l'étranger, parce que ça coûte cher aujourd'hui la data. Est-ce que tout ça, ce n'est pas les freins qui expliquent ces démarrages un peu poussifs ? Il y a effectivement un certain nombre de freins. On est sur des usages émergents. On est sur des technologies qui sont profondément expérientielles. Donc, tant que vous n'avez pas mis un casque de réalité virtuelle, vous ne prenez pas la mesure de la puissance de ces technologies. Donc, vous n'en voyez pas l'intérêt. Et certainement pas en regardant des vidéos sur un écran traditionnel. Donc, ça ne rend pas la puissance émotionnelle et l'engagement que produit le fait de se téléporter dans des univers virtuels. Et en ce qui concerne les marques, moi, j'ai la conviction depuis très longtemps que... en ce qui concerne le e-commerce d'une manière générale, et donc les marques qui sont derrière ces activités, on est aujourd'hui à une fin de cycle des outils dont on dispose. Acheter des produits sur Internet via un smartphone ou via un PC, globalement, je ne vois pas quelle est l'évolution technologique qui, pour les 10 ans qui sont devant nous, vont nous permettre d'améliorer l'expérience client, et l'expérience client de marque en particulier. On n'a plus de saut technologique, et c'est pas en mettant une petite basket ou n'importe quel objet que vous pouvez faire tourner en 3D sur votre téléphone que ça va profondément changer l'expérience client, et je parle de l'expérience d'achat, mais l'expérience de rapport à l'univers de la marque et aux valeurs, en particulier aux valeurs de RSE, qui sont de plus en plus importantes dans les déclencheurs d'achat pour le monde. Donc, je pense que l'avenir du e-commerce est au magasin virtuel. Et je vous encourage à imaginer... Donc pour vous, c'est une étape
obligatoire pratiquement. Hein. Alors je ne sais pas, non, il n'y a pas d'obligation. Non, mais si on veut réussir demain sa stratégie e-commerce, selon moi, je vous, pense indispensable. il faut s'intéresser à ces technos immersifs. On est au moment des entreprises qui vont ramasser la prime du premier entrant et des démarches de pionniers. Donc le sujet n'est pas de savoir si il faut livrer immédiatement des concept stores et des expériences de marque en réalité virtuelle. Le vrai sujet, c'est de les préparer maintenant pour que dans quelques mois, tout le monde attend que Apple sorte son casque avec la puissance de Game Changer qui est celui d'Apple. Là, apparemment, ils vont le sortir cette année avant l'été. Ok. Donc le sujet, c'est pas de savoir si c'est immédiatement disponible et massivement diffusable. C'est de préparer des stratégies, d'autant que l'enjeu n'est pas de la technologie, il est de la réinvention complète de ce qu'est une expérience de client ou d'apprenant sur d'autres sujets en réalité virtuelle. Le sujet, il n'est pas du tout de la technologie, il est de ce qu'on appelle l'UX, l'UI, l'expérience utilisateur. Comment alors rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que les marques doivent s'organiser, se préparer pour être pertinentes demain dans ces nouveaux environnements? Déjà d'apprendre à connaître, s'y intéresser, s'intéresser aux avatars par exemple, qui à mon avis seront les nouveaux logos du futur. Et je suis complètement d'accord avec vous, c'est la créativité en fait. Hein. C'est vraiment les créatifs qui vont être sur le devant. Et c'est enthousiasmant d'ailleurs parce que ça revient à l'être humain et ces outils vont vraiment permettre de développer cette créativité. Donc les entreprises, voilà, il faut qu'elles n'oublient pas ce sens-là. Développer, c'est aussi un outil, là je revenais aussi, c'est un outil aussi pour étudier l'expérience client quand même est intéressante dans ce monde-là. Les données sont beaucoup plus pertinentes dans ce monde. On peut voir les réactions des consommateurs. Et donc, je pense qu'effectivement, il faut que les marques s'y intéressent de très près. Ça doit vraiment faire partie de leur plan stratégique. Comment vous pouvez les conseiller sur leur apprentissage de ces technos immersives ? Alors là, fondamentalement, on est au cœur de métier de la filiale de l'association. Mais la première chose à faire, c'est de s'approprier, non pas cette technologie, mais ce nouveau médium. On est vraiment en train de... Je le dis à nouveau, ce sont des technologies qui sont profondément expérientielles et qui, par leur nature spatiale, changent complètement la conception de n'importe quel dispositif, en particulier un dispositif de marque ou de commerce, mais aussi d'apprentissage, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, j'ai coutume de dire que pour faire de la réalité virtuelle, il faut faire de la réalité virtuelle. C'est une méthodologie qui est indispensable. Vous ne pouvez pas penser... Il faut l'expérimenter. Il faut aller. Alors, pour le coup, si effectivement on est en train de parler d'une stratégie de marque qui doit se construire, il faut aller au-delà de l'expérimentation et il faut former des équipes spécialisées qui maîtrisent complètement cette technologie pour être en capacité d'en tirer pleinement profit. D'autant que, et c'est normal que vous ne le sachiez pas parce que ce n'est pas votre métier, mais on est sur des supports technologiques globales, matériels, logiciels et bien d'autres, on va reparler rapidement des avatars, qui progressent à une vitesse absolument considérable. C'est un petit peu mon métier, mais c'est pas grave. Non, je parle purement de la technologie, mais pardon de vous avoir... C'est pas grave. Mais par exemple, sur les avatars, on a aujourd'hui une vision assez simpliste des avatars de ce qu'on nous a montré. Il existe aujourd'hui plein d'offres pour avoir des cabines de scan qui vont faire une image tridimensionnelle. Oui, mais ça, moi, alors pour le coup, va être un avatar réel. Pour le coup, les cabines de scan, moi, je les ai vues il y a 3 ans. Bon. Oui. On est d'accord. Donc ça avance quand même assez lentement. Comment est-ce qu'on les aide à expérimenter, donc à mettre des budgets, à investir sur ces technos immersives sans aller au casse-pipe, j'ai envie de dire, enfin, sans se retrouver finalement à dépenser de l'argent pour rien. Oui, moi je pense qu'effectivement, qu'est-ce qui est pertinent aujourd'hui ? C'est la formation des services, des personnes qui travaillent au sein des services marketing et de mettre en avant les créatifs de l'entreprise, hein, les personnes qui sont vraiment, qui vont avoir donné du sens en fait à l'outil. Mais il faut les former quand même aux technologies, parce que je suis d'accord, c'est un média, mais à la base, il y a une technologie quand même sur laquelle former les gens.
Une réaction, Héloïse Abraham, on arrive à la toute fin là, du Oui, puis talk. en plus de cet univers créatif, je pense qu'il faut aussi sensibiliser les consommateurs eux-mêmes qui pourront ensuite en profiter, parce que je ne sais pas si tout le monde aujourd'hui est prêt à se scanner son corps pour le mettre sur... On n'est pas obligé de le le table. scanner. Aussi, on peut faire autrement. Un avatar peut Se avoir créer, différentes... Mon alter ego. Oui, non, mais c'est vrai qu'il faut penser à éduquer, pas uniquement les marques, mais aussi, et puis le aussi- grand public. Mais on arrive à la fin de ce talk. Et de toute façon, à la fin de l'émission, on va se reposer la question pour que tout le monde ait en tête un petit peu à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot valise métavers. Merci beaucoup Nathalie Cinsault de Raymond Paris, Nicolas Dupin de France Immersive Learning et Héloïse Abraham de Gomo World. On se retrouve juste après la pause. C'est Laurence de Villers, la chercheure en intelligence artificielle, qui nous rejoint pour nous parler de l'éthique numérique.